moi, je vais illustrer un petit peu ce que vous venez de dire avec un modèle particulier qui est celui du modèle UNIT de Medicrea. Cette diapo pour célébrer le fait que ça vient d'être vendu à Medtronic. Avec, d'après Medtronic, ils ont acheté une pépite, ils disent que c'est merveilleux et que donc manifestement, il y a un intérêt quand même industriel aussi sur ces éléments. Next. Donc, le principe de ces tiges sur mesure, donc, c'est de faire vraiment pour chaque patient une simulation et un implant sur mesure. Next. Donc, vous vous rappelez hein, les morphotypes des patients avec ces clichés et os, et tous ces patients sont debout, ils marchent, et bien sûr qu'il n'y en a pas deux qu'il faut opérer de la même manière. On ne peut pas appliquer la recette unique aux patients avec la même chirurgie pour tout le monde. Next. Avec ces morphotypes plus précis. Vous connaissez tout ça. La suivante. Diapo suivante. Vas-y, suivante. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ouais, manifestement, mes vidéos ne fonctionnent pas, mais ce n'est pas grave. Donc, avec ces règles de lordose assez précises, quand même assez sérieuses, donc qui sont importantes pour simuler les chirurgies. Next. Et donc, là, à nouveau, ces angles, tous ces éléments qui sont les degrés de lordose bien précis, les harmonies globales de colonne vertébrale, c'est assez important. Diapositive suivante. Voilà, avec les morphotypes dits de Roussouli, avec quand même 16% de la population qui a ce phénotype 3 antiversé qui pose, je trouve, beaucoup de problèmes. Ces gens chez qui il faut imaginer diminuer la lordose. Donc, ces différents types de morphotypes avec un apex de lordose bien particulier et quand même l'importance d'essayer de retrouver la forme initiale du patient pour arriver à lui apporter un bénéfice. Il semble quand même que ce soit important. Diapositive. Donc, et c'est corrélé avec les scores fonctionnels. Donc, ça, vous connaissez tous ces travaux, les scores fonctionnels corrélés avec la forme harmonisée du rachis est positive. Donc, là, c'est un travail, par exemple, qu'a fait Clément à Nice sur la forme théorique de la syphose thoracique. C'est une équation un peu complexe, mais quand même qui marche pas mal, diapositive. Et donc, ces travaux qu'il a fait rétrospectivement sur le travail du profil, c'est vrai qu'il a énormément chiadé la chose, et avec les tiges sur mesure, il a quand même des profils qui sont enfin, qui sont très bons et manifestement meilleurs que si on ne s'y intéresse pas, diapositive. Et puis donc, on sait qu'il y a quand même, sur les grandes séries rétrospectives mondiales, très peu de patients qui soient vraiment bien corrigés et beaucoup de complications liées aux défauts de correction, diapositive. Donc, en particulier, j'aime beaucoup ce travail de Rothenflug, qui est quand même de 2015 maintenant, mais qui montre que lorsque on ne respecte pas la lordose lombaire satisfaisante, on a quand même 10 fois plus de risques de réopérer le patient, diapositive. Ce travail est assez remarquable dans la méthodologie, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui, malheureusement, n'est pas très suivi. Et encore au quotidien, on voit des patients qui viennent consulter pour des reprises chirurgicales avec vraiment un non-respect de ces règles de lordose adaptées à l'incidence pelvienne. Je crois que l'évangélisation est vraiment importante à ce sujet, diapositive. Vous voyez, avec ces formes de dos, bien sûr qu'il faut aussi prendre les patients en photo. S'ils fléchissent ses genoux avec la lordose dans le genou, vous savez, ou pas, il n'aura pas du tout le même morphotype, donc il faut en tenir compte, diapositive. Pareil, les patients debout. Là, j'aime bien aussi m'intéresser à l'extensibilité du rachis dorsal pour évaluer les capacités de compensation ou non, si le rachis dorsal est rigide ou non, diapositive. Et puis donc, on se retrouve devant un patient, un projet, une équation très précise, et là, on doit, avec notre Freshbender, notre feutre, arriver à faire des tiges qu'on imagine être la forme idéale du patient, et que c'est la forme qu'on va lui donner pour tout le reste de sa vie, en espérant qu'il va être heureux comme ça. Diapositive. Donc, c'est pour ça qu'en 2011, moi, j'avais présenté le concept de tige sur mesure avec toutes les données qu'on avait pour la forme du rachis idéal. J'ai présenté ce projet à Medicrea, qui a fini par dire super, c'est une bonne idée. Donc, on a posé la première tige sur mesure UNID à Lyon en 2013, c'était au moment de la SRS, vous vous rappelez peut-être. C'était homologué par la FDA en 2014. En 2017, on a commencé l'IA et le machine learning. C'était une étape très importante. Et puis maintenant, on en est à peu près 7000 cas cumulés. Il y a 200 cas par mois. Et puis donc, on vient d'être acheté par Medtronic au mois de novembre. Là. Et ils sont manifestement très impliqués là, dans la boîte, ça fume. Ils ne sont pas venus physiquement, mais il y a quand même en permanence beaucoup d'activités. Et je crois qu'ils sont très, très motivés pour s'appuyer sur ce modèle de tige sur mesure. C'est positif. Donc, mon activité personnelle, moi, j'ai fait 220 patients sur mesure depuis le premier cas du 18 septembre 2013 que vous avez ici, avec le suivi
l'avantage du hub, comme ils appellent cela, on a les radios pré-op, on a la simulation de la chirurgie, on a la chirurgie, puis on a le suivi mois après mois, année après année, puis avec toutes les données chiffrées qui nous disent si le patient évolue le patient en diapositive. Donc, la partie non grisée là, de la boucle, c'est ce qu'on faisait jusqu'à 2017. Et depuis 2017, ben, on a l'analyse des clichés post-opératoires, le machine learning, des modèles prédictifs, c'est-à-dire que lorsqu'on va décider de la forme d'une tige sur mesure, et ben, le labo va me donner des infos sur les compensations au-dessus de T10 quand je fais du rachis adulte jusqu'au bassin. Ils vont me donner des idées de compensation sur le pelvic tilt et sur la forme du rachis dorsal sous-jacent, avec parfois des données impressionnantes, mais ça, ils ont fait vraiment un travail de prédiction en utilisant un petit peu l'intelligence artificielle dite faible, vous parliez tout à l'heure, c'est un algorithme supervisé de régression, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé de manière formelle et en utilisant un groupe de test et un groupe de training, ils appellent cela, ils sont capables, avec pas mal de précision, d'imaginer ce que va être la syphose sous-jacente et une de l'adulte qui s'arrête à T10 par exemple, et le pelvic tilt, ou alors, lorsque j'opère une scoliose de l'adolescent, comment va se compenser le rachis sous-jacent. Et ça, c'est assez intéressant de voir que l'intelligence artificielle est capable maintenant de me dire comment va se comporter le rachis sous-jacent à une scoliose de l'adolescent, ou le rachis sous-jacent et le pelvic tilt pour une scoliose de l'adulte. Diapositive. Donc, le principe, vous avez, c'est la plateforme avec le chirurgien qui envoie ses images, le lab qui analyse les images, qui simule la chirurgie, qui utilise des modèles prédictifs et qui me donne des conseils. Et après, il fait l'analyse post-op et on fait le comparaison entre les deux. Diapositive. Donc là, vous avez donc la validation de la planification, des diapos. Ils sont capables maintenant aussi de réaliser point par point, c'est pas encore automatisé, mais en effet, ça va le devenir un jour, des mesures assez précises. Et bientôt, ils pourront aussi nous donner la classification de Lenke, des éléments plus descriptifs qui seront automatisés. Ce sera assez sympa. Diapositive. Donc là, vous avez par exemple des filtres en fonction de la valeur de la science pelvienne, de l'âge, du sexe, des niveaux instrumentés, la date de la chirurgie. Et puis on a cette analyse détaillée des différents paramètres. Il y a beaucoup de données. Et puis on peut analyser les différents groupes, analyser les tendances. Diapositives. Et donc on a cette douche de données, anonymisée bien sûr. Et puis là, le machine learning va arriver avec la capacité de nous donner des implants, soit des implants de tiges sur mesure, soit des implants de corporectomie, des implants de disques qui vont vraiment être adaptés aux patients. Et donc, ça a été l'analyse de beaucoup de radios. Donc, ils proposent des stratégies, une aide à la décision, et puis finalement, bien sûr, c'est le chirurgien qui va dire « je suis d'accord pour cette forme de rachis et ce type d'implant ». Diapositive. Donc, c'est tout ce que je viens de vous déployer à l'instant. C'est une simulation. Diapositive. Ouais, malheureusement, tu peux remonter dans le diaporama, peut-être que je vous ferai passer un jour. Il y a toute une simulation sur l'écran qui est là où on voit les différentes étapes, mais malheureusement, on doit être en PDF, ça n'apparaît plus. C'est pas grave. Ici, donc, c'est plus du machine learning véritable. Donc, ce que j'ai compris dans le machine learning, parce que c'est quand même un petit peu complexe, c'est que il y a la machine, on va faire un apprentissage avec une partie des données. Donc, à ce moment-là, on va construire un modèle. C'est la phase d'apprentissage. Et après, ce modèle va être testé avec une autre partie des données et on pourra valider un modèle par estimation de l'erreur commise. Donc, ça, c'est des technologies qui sont assez bien rodées pour eux et qui vont vraiment permettre de valider un modèle. Et ça a été fait donc pour cette analyse des compensations potentielles de syphose thoracique, de pelvic tilt ou de lordose lombaire sous-jacente à un montage. Diapositive. Voilà les différentes prédictions des mécanismes compensatoires, avec une amélioration vraiment importante des planifications. C'est surprenant quand on présente un dossier, on imagine ce qui va se passer, et eux, ils vous secouent, ils vous disent non, c'est pas ce qui va se passer, ça va être comme ça, et c'est vrai que c'est assez fiable. Je suis assez impressionné maintenant de ce qu'ils arrivent à faire. Diapositive. Donc, même chose au niveau lombaire bas. Diapositive. Donc, ces modèles prédictifs, il y a un petit peu de redite, mais normalement, la représentation est un peu plus vivante parce qu'il y a un peu plus de vidéos. Diapositive. Voilà, diapositive. Donc, finalement, lorsque j'ai tout simulé, je reçois ma tige sur mesure entre 2 et 7 jours. À Lyon, c'est plutôt 2 jours parce qu'on est tout proche, et avec un calque et les différentes angulations de la tige sur mesure que tu vas utiliser. Diapositive. Et donc là, par exemple, pour le mois de janvier, j'ai 3 cas en attente là, qui sont, ça y est, ils sont envoyés à la clinique et je les ai vus là dans
la ramette qui est prévue à ce sujet, avec tout le planning et les implants. Diapositive. Voilà, diapositive, c'est de la pub. Voilà un cas historique, hein, donc un patient qui était vraiment fixé en position tout à fait anormale, malheureusement qu'on en voit beaucoup avec les plifs voie postérieure pure, et qu'il a fallu faire un PSO et qui a eu cette compensation thoracique qu'on attendait et un bon résultat. Diapositive. Je vous fais un petit pressbook. Là, je vous mets cette diapositive qui rappelle tout ce que vous avez montré avant avec tous ces réseaux neuronaux et les travaux de Ames là, dans la Silicon Valley, donc ils sont très friands de cela. Et c'est vrai que maintenant, dans les réunions comme la SRS, on a pas mal de présentations avec tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et manifestement, ça va transformer notre activité. Et j'ai beaucoup aimé la présentation d'Arthur qui a vraiment résumé tout ce qui va transformer notre vie et c'est bien pour les patients, c'est bien pour nous, c'est assez excitant. Diapositive. Ça, c'est un article vous voyez, dans une petite revue, mais qui évoque Medicrea. Donc, ça, je l'ai lu il y a quelques jours. Donc, c'est grâce à cette réunion, j'ai trouvé ça. Donc, c'est intéressant parce que ça résume les différentes technologies de planning post-préopératoire. Donc, on en connaît pas mal, mais là, ça les résume bien. Là, vous voyez, la 7e, c'est Medicrea. Ils disent que c'est vachement bien. Diapositive. Et puis, ça, c'est un autre article que j'ai trouvé aussi de cette occasion avec les applications d'intelligence artificielle en neurochirurgie, en chirurgie cervicale et au niveau du crâne, et où il y a, là aussi, ils évoquent le hub de Medicrea. Diapositive. Ça, c'est les publications qu'on a faites depuis 2018. La suivante, on en a quand même pas mal. Diapositive. Puis ça, c'est le fameux PHRC. Vous savez qu'on a été le premier PHRC français sur le rachis. Le premier PHRC rachis qui était donné à un projet hospitalier de recherche clinique. Donc, il y avait une grosse dotation pour ce projet pour essayer de prouver que les tiges sur mesure étaient mieux que les tiges standards pour une chirurgie. C'était l'étude profile, diapositive. Donc, on a rentré des données. Nous, on a 23 patients dans cette étude. Et malheureusement, je pense que les critères de sélection étaient très exigeants. C'était des grosses déformations parce qu'on voulait montrer une grosse différence. Et l'étude s'arrête avec peut-être 70 cas au lieu de 300. Et c'est un peu décevant parce qu'on va en tirer quelque chose. Mais je pense que pour le premier PHRC rachidien français, on a sûrement été un peu trop ambitieux sur les critères d'inclusion. Mais c'est une étude qu'on peut signaler quand même autour de UNIT sur les grandes déformations. Diapositive. Voilà un cas, vous voyez par exemple ce cas, je le simule une première fois, je lui fais une petite alif L5S1, diapositive, et il me calcule avec mon alif L5S1 la forme de tige que je vais devoir utiliser pour redresser ce patient, diapositive. Ça, c'est un autre cas historique, diapositive. Là, un autre cas, diapositive, avec les photos de la patiente avant-après. Vous voyez, c'est une très grosse chirurgie avec une ostéotomie transpédiculaire lombaire basse, mais j'étais bien content d'avoir mes tiges qui tombent bien sur le patient, et puis elle a eu un très bon résultat clinique. C'est une femme parkinsonienne, mais au début de Parkinson. Notre femme, vous voyez, qui est devant moi, une femme qui a des prothèses de partout, qui est très âgée, mais une bimbo magnifique, qui a malgré tout opéré de cette manière aussi que des tiges sur mesure, diapositive. Ça, c'est un autre cas caricatural de patients en syphose lombaire, diapositive. Là, c'est un cas plus court, mais là aussi, on peut quand même faire du sur-mesure sur des patients qui ont des morphologies comme celle-ci. On a bien travaillé le profil et je pense qu'on a un bon résultat. C'est positif. Ça, c'est un autre cas diapositive où j'ai fait une alif première. Vous voyez, en bas. Tu peux revenir en arrière? On voit en bas la LIF première L5S1 qui était très importante et j'ai tout recalculé à partir de cette alif L5S1 parce que je n'étais pas sûr de pouvoir gagner autant. Et à ce moment-là, j'ai refait ma simulation avec cette alif efficace pour transformer la lordose L4S1. Comme on essaie toujours de le faire, la lordose basse qui est la plus compliquée à obtenir. On commence souvent par des étapes lombaires basses avant de faire le travail au-dessus. Moi, je fais beaucoup de chirurgie par étapes, très très souvent dans ces déformations parce que je trouve qu'on a des très beaux profils comme cela. Diapositive. Ça, c'est un patient parkinsonien qui avait cette déformation très importante et je l'ai opéré en 2 étapes parce qu'il était fragile. Donc, j'ai fait d'abord une tige sur mesure lombaire, diapositive. Et puis après, diapositive, on a simulé la tige thoracique et j'ai fait une deuxième simulation pour la tige thoracique. Voilà son diapositive. Son résultat suivant, c'est avec Hugues Pascal Mousselard à la Pitié. Il aime bien faire comme ça aussi des chirurgies en 2 temps chez les gens qui ont des très grandes déformations de Parkinson. Et il a finalement il est satisfait du résultat. C'est pas parfait, mais c'est un homme fragile et on a fait cette chirurgie en 2 temps, vous voyez, avec des types de connexions. Et à chaque fois, on l'a planifié sur mesure diapositive.
Ça, c'est un cas d'une patiente qui a été opérée ailleurs, bien sûr, avec un profil tout à fait anormal, une lordose tout à fait anormale et un PGK au-dessus, diapositive, et qu'on a simulé avec vous voyez, les compensations cervicales qui ont été simulées. Et finalement, ce joli profil final, en montant sa tige au-dessus, et les cervicales sont également améliorées comme prévu, diapositive. Un autre cas d'anomalie, aussi de chirurgie un peu inadaptée, diapositive. Voilà, ça c'est aussi une adolescente qui était traitée avec ce profil pas adapté qu'on a également simulé et traité comme cela, diapositive. Ça, c'est ce qui me pose vraiment le plus de problèmes, c'est les fameux patients type 3 antéversés avec ces grandes lordoses, ces versions pelviennes parfois négatives, et des gens très jeunes qui ont des douleurs très précoces et très importantes. Et là, je pense que l'IA, on a vraiment besoin d'elle pour qu'elle nous dise comment on doit traiter ces patients. Lorsqu'on fait des montages trop courts, on a l'impression qu'ils continuent à souffrir, mais en même temps, opérer des disques sains ou faire des montages plus couvrants chez des gens très jeunes qui ont peu de lésions et beaucoup de douleurs, c'est compliqué, diapositive. Là, par exemple, cette patiente, on est arrivé, vous voyez son EDI passé de 58 à 6 avec cette chirurgie antérieure pure, avec une diminution d'hyperlordose, mais on aimerait bien avoir des conseils sur ce sujet-là, diapositive. Donc, on a tous ces cas de, vous voyez, 15 ans, 20 ans, 39 ans de type 3 antéversé, je trouve difficile à soigner, diapositive. Là, c'est un cas classique de PSO, vous voyez, avec un ODI qui passait de 54 à 12, avec cette tige sur mesure et un PSO lombaire bas, diapositive. Et puis un autre cas ici également de même genre de profil, comme ça, amélioré avec cette tige sur mesure, diapositive. Ce type 3 antéversé, là, il y avait une grosse hyphose, donc j'ai traité le haut, et voilà le résultat morphologique, diapositive. Et vous voyez, l'intelligence artificielle m'avait simulé une lordose avec leur capacité là, de modélisation. Ils avaient dit, ben, voilà comment va réagir la lordose sous-jacente à votre déformation. Et en fait, ils sont arrivés proches du résultat. Vous voyez que la deuxième image, là, c'est la simulation. Et ils sont arrivés très proches de ce que j'ai obtenu. Et l'opération a été un succès dans le sens où elle a eu beaucoup. Vous voyez peut-être pas bien les données de Keops là, que j'ai associées, mais elle a un excellent résultat, elle n'a plus de douleur, les EVA sont à zéro, elle ne consomme plus d'antalgique, elle a repris une activité professionnelle et d'infirmière, cette jeune personne. Donc là, c'est assez impressionnant de voir, parce que dans ces dos-là, on n'est pas certain de ce qu'on va obtenir au niveau de lordose lombaire, et quand même, ça commence vraiment à bien fonctionner, la modélisation de la lordose qu'on va obtenir en dessous d'une déformation thoracique est positive. Là, c'est tout je veux dire, le drapeau rouge que doit apporter également l'intelligence artificielle quand on a une simulation et que toutes ces radios, là, sont des radios de catastrophe chirurgicale et c'est un peu absurde, les dos n'ont absolument pas été analysés. Ce serait vraiment bien qu'on puisse presque imposer de passer à la moulinette ces radios et de dire non, non, vous ne pouvez pas faire cette opération, ça ne marchera pas si vous faites cette opération-là sur ce patient. Diapositive. Donc, par exemple, cette patiente qui avait une déformation qui était compliquée à traiter, mais qui a été traitée de manière également trop courte et absurde, vous voyez un petit peu la dégradation qu'il y a eu à l'occasion de cette intervention. Il ne fallait pas faire cette opération-là, et je pense que s'il avait été proposé au hub, on n'aurait pas proposé un geste comme celui-ci. Diapositive. Donc, en conclusion, rapidement, donc, ça fait 7 ans que j'utilise cela. Donc, les certitudes, c'est qu'il y a un bénéfice, il y a une meilleure préparation du geste. On prépare ça maintenant en staff, on discute en utilisant la simulation. La forme de l'implant est contrôlée, on améliore nos stratégies, on peut éviter les gestes pathogènes, les PGK. Bref, c'est bien. Moins de gain de temps, moins de rupture de tige, on pense, ça semble prouvé. Les espoirs de l'IA, c'est nous permettre de mieux classer un patient complexe, d'anticiper sur les phénomènes compensatoires, ça c'est vraiment intéressant, de donner un no-go en disant attention, ne faites pas cette opération pour ce patient, ça ne marchera pas. Et puis, on va, ça c'est ce qu'ils appellent il y a dans les néologistes, il y a le supervisé et le non supervisé. Et là, ils espèrent, avec le learning non supervisé, arriver à trouver des clusters, à trouver des nouvelles classifications qui vont être, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, l'IA va nous présenter de nouvelles classifications du rachis qui vont être plus pertinentes que nos classifications actuelles pour les stratégies. Bon, les critiques, on a beaucoup. Hein, vous avez parlé des critères
biopsychologiques, les données des cervicales, des membres inférieurs, des tissus mous. On a beaucoup de choses à rajouter, mais en tout cas, d'un point de vue de la morphologie, je pense que c'est pas mal d'utiliser ce système. Merci beaucoup, je crois que j'ai fini. Merci Vincent. Bon, je ne vais pas être trop long. Non, parfait. Bon, merci. Et du coup, j'en profite, parce que j'ai le micro qui est branché, ouais. J'en profite, Vincent, est-ce que du coup, notamment dans les scolioses de l'ado, ça t'a permis de descendre moins loin? Généralement, c'est souvent un problème, on a une petite contre-courbure, pas forcément structuralisée, on ne sait jamais s'il faut s'arrêter ou pas. Est-ce que du coup, grâce à ça, tu arrives à décider, à être plus court que ce que tu avais prévu ou pas? Oui, on est globalement plus court aussi parce qu'on travaille beaucoup mieux la syphose qu'avant. Du coup, c'est très important dans le résultat et je pense qu'on a sauvé 1 ou 2 niveaux par rapport au choix qu'on faisait autrefois. J'ai été beaucoup coaché par Clément là-dessus, qui fait des montages très courts, mais qui travaille vraiment très bien son profil depuis longtemps. Et il a convaincu Marc et moi, Marc Chatkowski, qui fait beaucoup aussi de déformation idiopathique, peut-être plus que moi encore. Et je pense que Jean-Luc Clément, avec son sérieux et puis sa série là, vraiment importante, il nous a convaincus de faire un montage plus court en thoracique, c'est sûr. Et enfin, autre question, quoi, ou pas une question, mais peut-être une remarque, je crois que c'est important dans cette tige unide, ce qu'on a vu ça aussi de temps en temps, d'utiliser au moins dans les extrémités des vis qui vont finir monoaxiales. Tu confirmes les choses, parce que sinon ça perd un peu de son… Oui, moi j'utilise que des connexions monoaxiales, c'est-à-dire qu'en fait la tige unide, les vis du pass, elles sont polyaxiales, mais si on utilise un connecteur de réalignement, la connexion va se faire perpendiculaire à la tige. Il y a un tout petit peu de tolérance, mais globalement, il faut utiliser ces connecteurs. Ce n'est pas la peine d'utiliser des tiges unides si on n'utilise pas des connecteurs de réalignement. Il y a des connecteurs de non-réalignement qui vont se poser. Malheureusement, c'est le défaut des tiges polyaxiales, des vis polyaxiales, c'est qu'on va arriver à connecter dans une position aléatoire. Donc, il faut utiliser le connecteur d'alignement du pass LP là, qui va tendre au caractère orthogonal de la jonction entre la vis. Donc, transformer la vis polyaxiale en une vis monoaxiale, ça c'est très important. Et je ne pense pas qu'on puisse utiliser une unide sans utiliser les vis, les connecteurs de réalignement. Voilà. C'est une bonne question. Il y a une question de Mickaël Grelat par rapport à, donc je te la lis, concernant la tige unide. Est-ce que vous décentrez dans certains cas la partie proximale de la tige, si trop centré pour éviter un PGK? Ben non, parce que justement, on est meilleur lorsqu'on est sur le dossier, dans son bureau, à réfléchir, à faire des allers-retours avec le hub, qu'au bloc où ça veut dire qu'on a mal simulé. On me dit, moi, je modifie très rarement la forme de la tige, pas parce que je suis brillant, mais je passe pas mal de temps à la peaufiner et elle doit bien tomber. Ou alors, c'est qu'on a fait soit une erreur de calibration, ce qu'on ne fait plus maintenant parce que vraiment le labo n'accepte pas si la tige n'est pas calibrée, ou si on était trop exigeant, ou si on n'a pas fait un release suffisant, quelquefois on va tomber sur une raideur qu'on n'a pas anticipée, éventuellement on peut jouer dessus, mais c'est très très rare c'est exceptionnel que je modifie la forme de ma tige. Donc ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Vincent, tu as des chiffres de PGK à 7 ans de recul? Écoute, on est en train de travailler là-dessus avec Michel van der Kerkhoff, un interne belge de Gand, là, que je salue, qui doit être là. Il est en train de préparer une publication sur le sujet et on a plutôt l'impression qu'on est meilleur que les autres, mais on est en train de faire le travail. Là. Je ne peux pas te répondre, mais on a plutôt l'impression qu'on en a beaucoup moins.